Bonjour à tous, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Encore une boîte pleine de nouvelles, j'ai encore envie de tout vous raconter, mais au lieu d'aborder un large éventail de sujets, aujourd'hui je vais prendre un seul thème et essayer d'aller en profondeur. Parfois, il faut clarifier ce que j'avais en tête. Sinon, les gens ont tendance à inventer quelque chose après avoir entendu, de mon point de vue, une chose pourtant claire, mais ils inventent quelque chose de complètement opposé ou autre chose qui n'a rien à voir. Et ensuite, ils commencent soudainement à se vexer à cause de cette invention qu'ils ont eux-mêmes créée. Après ma vidéo avec la conclusion que les attaques contre les aéroports en Russie et contre le pont de Crimée ont eu un impact positif sur le moral des Ukrainiens. Mais ils n'ont rien fait pour changer la situation générale sur les fronts et ont plutôt eu un impact négatif, disons, sur les chances de mettre fin à la guerre. Un flot d'indignation s'est abattu sur ma tête grisonnante et pas très chevelue. Et les principales accusations étaient à peu près les suivantes. Si tu penses, comme la majorité a apparemment décidé pour une raison quelconque, qu'ils peuvent ne me tutoyer parce qu'ils me méprisent, alors ils s'adressent à moi familièrement. Si tu penses que la Russie, d'ailleurs, quand je parlais plus tôt là-bas à propos de l'Ukraine, cela les indignait, mais me tutoyer, cela ne les indigne pas. Si tu penses que la Russie peut nous bombarder, mais que nous ne pouvons pas la bombarder, alors toi. Eh bien, ensuite, il y avait des épithètes et toutes sortes de mots qu'on ne peut pas toujours prononcer à l'antenne. En réalité, les têtes brûlées ukrainiennes, ce ne sont pas principalement celles qui vivent en Ukraine, mais celles qui en fait se trouvent aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Pologne. Et principalement, ils ont emmené leurs enfants le plus loin possible du champ de bataille. Dès qu'ils entendent quelque chose qui ne correspond pas à leur cliché, là, pour ainsi dire. Eh bien, comme Simonov l'a écrit un jour, là où tu as vu l'Allemand, c'est là qu'il faut le tuer. Toute déviation de cela leur semble être un crime, ou une sorte de trahison de quelque chose qu'en réalité, ils n'ont jamais vraiment eu eux-mêmes. Voici des exemples. D'ailleurs, cette réaction à ce que j'ai dit concerne à peu près les deux opérations de renseignement brillantes suivantes de l'Ukraine. Malheureusement, les parties belligérantes ne se sont pas rapprochées de la paix, au contraire, elles ont plutôt ravivé les espoirs des Ukrainiens. Et elles poussent les Russes à se venger pour satisfaire leur soif de sang. Ou peut-être ai-je dit une population assoiffée de sang, ou peut-être ai-je dit une population aux tendances fascistes. Quelque chose comme ça, pour ainsi dire, quelque chose comme ça. Mais j'ai transmis l'essentiel, mesdames et messieurs. Alors, on a commencé à m'écrire « L'Ukraine est bombardée et tu t'en fiches ». Voilà, c'est là que vous avez ressenti quelque part que j'ai dit que je m'en fichais ou que je me réjouissais que l'Ukraine soit bombardée. Ensuite, il est naïf de croire que si cette frappe n'avait pas eu lieu, la Russie serait allée vers la paix. Et encore une fois, je ne comprends pas où j'ai réussi à dire quelque chose de semblable. Il me semble que j'ai dit que ces opérations, qui entreront probablement dans les annales et les manuels, n'ont pas apporté à l'Ukraine les résultats stratégiques nécessaires. C'est-à-dire, comment on a pu en déduire cela, je ne sais pas. Ou par exemple, encore Weinstein. Combien de fois une personne voit comment mon nom de famille est écrit et autant de fois s'il écrit Weinstein? Ce n'est pas le seul. Là, c'est tout de suite clair qu'on essaie de dire quelque chose de pas très sympa. Weinstein est tout simplement un lâche. Si vous ne parlez pas de moi, mais de vous, de nous, de vous, de l'Amérique, alors oui, il faut entraîner dans la guerre. Donc, Weinstein est tout simplement un lâche si vous devez être entraîné dans la guerre. Je ne parle même pas de la stupidité de cette déclaration ou de son illettrisme, mais à la place, je veux raconter quelque chose. À l'âge de 24 ans, j'ai déménagé donc de l'Union soviétique, de l'Union des républiques socialistes soviétiques en Israël, et à 28 ans, je suis allé à l'armée. Ou, disons, ainsi pour dire, dans la nuit, en TB. Si vous vous souvenez de ce que c'est, notre régiment d'artillerie donc a été transféré vers le canal de Suez. Nous avons découvert le canon, nous l'avons levé, nous l'avons dirigé vers Alexandrie, nous avons tiré sur le Golan.
Quand l'opération libanaise a commencé, j'étais à ce moment-là aux États-Unis d'Amérique, et dès le premier avion disponible, je suis déjà rentré, je me suis précipité en Israël. Parce que notre régiment, à ce moment-là j'étais déjà réserviste, a été soumis à une mobilisation d'urgence. En Israël, j'ai ma famille, des amis, les tombes de mon arrière-grand-père et de mes parents. Mon grand-père est enterré sur le territoire de l'Union soviétique, ou plutôt mes grands-pères. En plus de cela, en Israël. Mes émotions, j'ai de la compassion pour l'Ukraine, et je sais avec certitude que ce n'est pas l'Ukraine qui a commencé ce massacre. J'ai aussi de la compassion pour les Soudanais, les habitants du Mozambique, du Guatemala, du Congo et du Tibet. D'ailleurs, 2 de mes amis artistes ont été arrêtés au Tibet. Et j'ai écrit, parlé, je suis même allé là-bas, j'ai transmis des fonds, de l'argent collecté. D'ailleurs, j'ai fait la même chose pour aider l'Ukraine. Mais émotionnellement, je ne suis pas lié à l'Ukraine. Mon grand-père est né à Kharkiv. J'y suis allé 2 fois, mais je n'y connais personne. Et je n'ai jamais rencontré aucun de mes proches là-bas. Du moins, à ma connaissance, je ne les ai pas rencontrés. Peut-être que si j'y étais allé tout petit, peut-être que je les ai rencontrés. C'est pourquoi, pour moi, l'Ukraine n'est qu'un autre point sur la planète où il y a la guerre. Et de mon point de vue, il faut arrêter le massacre et la destruction. Ce n'est pas à moi de décider du prix, c'est aux participants d'en décider. Je ne suis pas un expert en guerre. Il me semble que j'ai atteint le grade de défrayeur. Oui, même après ma démobilisation, il me semble qu'on m'a même donné le grade de sergent. Voilà, 2 galons, sergent ou sergent-chef, quelque chose comme ça. Donc, il me semble que l'Ukraine ne pourra pas reprendre les provinces occupées dans les prochaines années. Je ne vois pas qui viendra l'aider. Et la Chine semble aider l'autre camp. Les États-Unis ne veulent pas intervenir et l'Europe, en gros, n'a ni la force ni la volonté. Et, malgré tout ce qu'ils disent, malgré leurs grands gestes, ils continuent d'acheter des ressources énergétiques à la Russie et, ce faisant, ils financent pratiquement la guerre contre l'Ukraine. Je ne vois personne, à part les États-Unis, qui essaie d'arrêter cette guerre. Et je ne vois pas non plus que les 2 parties, je veux dire la Russie et l'Ukraine, veuillent en l'arrêter. Donc, en théorie, oui. Mais quand tu veux vraiment quelque chose, tu fais des compromis, tu acceptes certaines pertes pour atteindre ton objectif. Tu es là pour ainsi dire, tout va bien, tout est parfait, je ne dois rien à personne, je prends, j'arrive. Non, ici il s'agit d'une situation où un côté veut. Et toi, tu veux récupérer ce qu'ils ont pris. Donc, si tu ne peux pas les battre, tu dois sacrifier quelque chose. Il me semble, je peux me tromper. Oui, tu fais des sacrifices, ça je le sais très bien, que pendant les négociations, si tu veux obtenir quelque chose, tu fais des sacrifices. Voilà. Non. En conséquence, si la guerre dure encore 2, 3, 5 ans, il est tout à fait possible, elle dure déjà plus de 3 ans, eh bien, encore 1 million de personnes mourront, disons-le ainsi, et des maisons et des bâtiments seront détruits. La Russie possède sa propre production d'armes, en plus de beaucoup d'argent, et ils achètent en des armes et des soldats aussi bien à la Corée du Nord qu'à la Chine et à l'Iran. Depuis 1990, l'Ukraine n'a fait que perdre sa production, y compris la production militaire. Après Maïdan et la fuite de Yanukovych, la politique du pays est devenue anti-russe, et de nombreuses actions ont été entreprises qu'il ne fallait pas faire si l'on n'a pas d'armée. Il ne faut pas provoquer un voyou ivre si tu n'as pas de matraque. Tu peux essayer, mais quelque chose de très mauvais peut arriver, ce qui s'est effectivement produit. L'Ukraine, ce n'est pas que je justifie le voyou ivre. Pour que vous compreniez, l'Ukraine espérait qu'au bon moment, un oncle venu de l'étranger viendrait frapper l'agresseur avec une matraque. Et les Ukrainiens peuvent pour l'instant consacrer du temps et des revenus à améliorer leur niveau de vie. Eh bien, c'est clair, très bien, mais l'idée fait l'Europe depuis déjà 40 ans d'ailleurs, avec le même résultat que l'Ukraine. Ensuite, en choisissant un acteur, il n'y a rien de mal dans cette profession, mais à part cela, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Oui, un acteur de comédie musicale, je comprends, ce n'est pas du tout mieux qu'un acteur de drame, ou disons, un metteur en scène. Ballet, maître de ballet, mais voilà, sans aucune compétence pour diriger un pays.
Au lieu de renforcer la capacité de défense et de tenir sa promesse, The a promis la paix avec la Russie. J'arriverai. Et donc, voilà, Obama nous a promis que les océans se retireraient, c'est-à-dire que le niveau de l'eau baisserait dans les océans. Et Zelensky a promis qu'avec la Russie, il instaurerait la paix, mais néanmoins, il a pris et rompu un autre accord avec la Russie. C'est-à-dire que les adultes en Ukraine ne pensaient pas au bien du pays, mais écoutaient les conseils de Boris Johnson, Victoria Nuland et d'autres sorosiens. Mais messieurs, vous êtes élus à vos postes pour utiliser votre propre tête et prendre des décisions en fonction de ce dont le pays a besoin. Et non pas un pote étranger avec ses propres idées, d'ailleurs sur l'objectif final, le bénéfice final, et en général ce qu'ils veulent vraiment. Parce que ce que ton pote d'aujourd'hui te conseille peut être destiné à satisfaire ses propres objectifs, et non les tiens. Tu dois en quelque sorte comprendre et essayer de t'y retrouver là-dedans. Mais pas seulement le déminage au lieu du minage, le désarmement au lieu du renforcement de la défense. Sur la scène internationale, l'Ukraine a réussi à voter pour reconnaître Israël comme agresseur et État de l'apartheid. Lorsque les États-Unis ont demandé de transmettre les documents concernant l'enquête sur les citoyens américains, la réponse a été une moquerie. En 24e année, pour ainsi dire, le président de l'Ukraine est venu faire campagne pour l'un des candidats à la présidence. Un scandale a ensuite éclaté dans le bureau ovale. Je ne veux même pas chercher à savoir qui est coupable, qui ne l'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'erreur après erreur. Et dans les domaines militaires, économiques, politiques, ainsi que dans les relations personnelles, qui, aussi étranges que cela puisse paraître, sont également importantes en politique. Tout cela, c'est le résultat de la corruption et des choix électoraux faits par le peuple, puis par ceux que le peuple a élus. Personnellement, je pense que le régime le plus abject sur le territoire européen, c'est la Russie. Là-bas, les crapules du comité de la sécurité d'État se sont alliés avec les crapules du milieu criminel. Et ils se comportent envers leur propre population et envers le monde comme des crapules doivent les se comporter. Que peut-on attendre d'eux? Encore? Oui. Si ça sent comme une poule, si ça court et caquette comme une poule, alors c'est probablement une poule, oui. Et le régime le plus corrompu, c'est l'Ukraine sur ce même territoire de l'Europe. Une direction qui volait sans retenue à ses propres soldats en envoyant des obusiers défectueux qui ne tiraient pas et l'argent alloué pour les réparations était détourné tandis que les soldats recevaient des obusiers hors d'usage. Jusqu'aux balles, aux casques, aux gilets pare-balles qu'on proposait à plusieurs enfants de mes connaissances d'acheter eux-mêmes après avoir été appelés sous les drapeaux. Et cela à partir de ce qui avait été envoyé comme don, c'est-à-dire que nous envoyions d'ici comme don. Là-bas donc, une certaine direction, je ne sais pas à quel niveau, s'appropriait ces dons, puis essayait ou les revendait aux soldats, aux militaires, à leurs propres compatriotes, aux Ukrainiens avec qui ils étaient ensemble. Ils se défendent contre le méchant Poutine. Donc, voilà, ce sont de bons Ukrainiens et ils se défendent contre le méchant Poutine. L'Ukraine est un pays transparent où vivent des gens déterminés qui se sont soulevés pour leurs morceaux de terre, pour leur patrie, pour leur patrie. D'ailleurs, elle est dirigée par des voleurs et des crapules. Il est possible d'ailleurs que, dès qu'un Ukrainien devient dirigeant, il se transforme immédiatement en voleur et en crapule. Ou alors, peut-être que les crapules ne laissent tout simplement pas les gens honnêtes accéder au pouvoir. Tout est possible. Dans nos universités, les gauchistes ont pris le pouvoir et ont commencé à évincer ceux qui n'étaient pas de gauche, n'embauchant que des gauchistes. Voilà. Peut-être y a-t-il encore en Ukraine des événements que nous ne saisissons pas à distance. Je n'essaie pas de comprendre ce qui se passe exactement en Ukraine, j'essaie de comprendre ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors voilà. L'Ukraine est la seule ancienne république de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui, par rapport à 1989 donc à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et tout ce qui s'ensuit, non seulement n'a pas augmenté, mais a même réduit de manière significative de 30% le volume de sa production. Je vous ai menti.
Sauf l'Ukraine et la Moldavie, tous les autres pays ont augmenté leur production. Certains l'ont même multiplié par 2,5. Voici l'Ukraine qui produit 30% de moins en volume que ce qu'elle produisait en 1989. Et ce n'est pas tout, car il y avait aussi toutes sortes de machines-outils de haute précision et tout le reste de l'ingénierie mécanique. Et maintenant, on extrait surtout ce qui se trouve dans la terre. Bon, vous m'avez écouté, et maintenant écoutons les Américains. Par exemple, écoutons Steve Bannon. Lisez ce que Poutine lui a dit. Ces gars du KGB, vous savez, ils ne sont pas portés sur la grande rhétorique. Ils sont plutôt portés sur l'action. Ils ont été humiliés. Les Ukrainiens, ils ont été humiliés. C'était une attaque audacieuse et courageuse qui a révélé la faiblesse de leur unité, de leur triade nucléaire. Ils ne sont pas allés contre des troupes ordinaires et n'avaient pas l'intention de capturer un quelconque bataillon de mercenaires Wagner. Ils sont allés pour détruire l'équivalent. Ce serait comme si les cartels mexicains arrivaient à Hamaku et détruisaient le commandement stratégique de l'armée de l'air. 40% de celui-ci sur la piste, elle contre elle. Poutine était direct. Le président Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la paix serait discutée dans un avenir proche et que les États-Unis répondraient aux menaces. Sévèrement. Les gens doivent le prendre comme un petit pain du pape. Ces gens ne plaisantent pas. Ils sont très sérieux et, comme je l'ai déjà averti, on nous entraîne inexorablement vers un conflit majeur sur le continent eurasiatique. Laissez-moi expliquer ce que Steve essayait de dire. L'opération Edo-Setatan est remarquable, il s'agit du vol, de la recherche de drones, Mostom et d'autres choses similaires. Mais psychologiquement, cela ne provoquera pas la panique chez les Russes, mais plutôt un flot de rancœur, de vengeance sournoise à la KGB. Prenons l'exemple suivant. L'Ukraine dit que les avions russes auraient dû décoller et bombarder l'Ukraine. Et alors, voilà ce qu'ils ont fait. Il y a eu une opération préventive avec des drones qui étaient stationnés là, près des aéroports, et donc, ils étaient là depuis longtemps déjà. Et donc, les avions devaient se décoller, et pour ainsi dire, ils ont été arrêtés. Imaginons que les avions russes aillent décoller. Je vous parle d'un autre scénario qui aurait été perçu tout à fait différemment par la planète Terre. Ils ont décollé, bombardé, puis sont revenus. Et cela se passe à la veille des négociations, c'est-à-dire que maintenant ce n'est plus l'Ukraine qui fait échouer les négociations, mais la Russie. Alors ces avions sont revenus, et dès qu'ils sont arrivés, des drones se sont envolés et ont attaqué. Le monde entier comprendrait alors que c'est une réponse. Le monde entier serait stupéfait de voir que l'Ukraine peut répondre immédiatement aux actions des Russes où que se trouve leur armement. La Russie serait stupéfaite de voir que l'Ukraine peut savoir aussi rapidement ce qu'ils font, réagir, et ils commenceraient à avoir peur de leur propre ombre. Voilà, les conversations avec Poutine porteraient sur le fait que la rétribution est venue pour votre action, votre tentative de faire échouer les négociations, et non pas que l'Ukraine a tenté de faire échouer les négociations. En ce moment, une attaque contre les aéroports russes est perçue comme un sabotage des négociations, un refus de tenter de résoudre le problème. Vous pouvez dire que la Russie n'aurait de toute façon pas accepté, ne veut pas, n'irait pas, n'y serait pas allée. Dans ce cas, il n'y a pas d'issue. Si la Russie n'accepte pas, ne veut pas, n'ira pas et ne le fera pas, on ne peut pas négocier avec eux. Oui, encore 3, 5, 10 ans, 30 ans de guerre. En France, ils ont mené la guerre de 30 ans. Pourquoi ne pas mener une guerre de 30 ans en Ukraine et en Russie? Alors il n'y a pas d'issue, absolument aucune. Des centaines de milliers de morts, peut-être encore plus de territoires occupés. De plus en plus de mères sans enfants, d'enfants sans père, de femmes sans mari et davantage de collègues dans les rues des villes ukrainiennes. Et maintenant, je voudrais aussi vous faire écouter les Américains. Voici l'avis de Matty Morse, une personne très populaire ici. Oui, comme Morse, c'est bien son nom de famille. De plus, la Russie et l'Ukraine intensifient activement toute la situation, comme nous venons de le voir avec l'exemple de cette récente attaque de drones. Personnellement, je pense que l'Ukraine a le droit de se défendre. Mais je pense aussi que les États-Unis ont déjà fait plus que suffisamment pour essayer de régler toute cette situation.
À ce stade, il est probablement temps pour nous de nous retirer complètement. Chers Ukrainiens, c'est l'opinion majoritaire du peuple américain. Du peuple ici, pas de la couche avec laquelle vous avez affaire, mais du peuple ici. Ne pas donner, ne pas se précipiter, ne pas aider, mais ça suffit, s'ils ne veulent pas la paix, qu'ils se battent, mais sans nous. Voilà, c'est l'opinion du peuple en ce moment. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux têtes brûlées qui veulent se livrer l'Ukraine à Poutine, après avoir d'abord détruit la population de toute l'Ukraine. Ils font cela sous le slogan « Pas un pouce, nous tiendrons jusqu'au dernier ». Les Ukrainiens là-bas, comme ils le prononcent là-bas, voilà. Et en Amérique, ils deviennent fous à cause de ça. Mais si vous voulez voir quelque chose de fou, regardez ça. Seulement 2 jours après qu'une attaque massive de drones ait détruit du matériel militaire russe d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars, à plus de 4300 km à l'intérieur du territoire russe. Zelensky déclare maintenant qu'il veut une trêve, ayant appris que Poutine prévoit de lancer une opération de représailles massive. Maintenant, Zelensky veut un accord de paix. Les amis, on ne peut pas inventer ça. Certains aiment argumenter que nous pouvons faire les deux à la fois, mâcher du chewing-gum et marcher en même temps. Nous pouvons aider le monde entier tout en prenant soin des Américains. Mais honnêtement, je doute que ce soit réellement possible. Cela fait des décennies que nous participons à divers conflits à l'étranger et tout ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis se sont lentement dégradés d'année en année. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai déjà dit, entre nous, je pense qu'il est temps de vraiment mettre l'Amérique en premier. Avant qu'il ne devienne clair que la direction de l'Ukraine ne voulait aucun compromis en échange de la paix, les Américains considéraient l'Ukraine comme une victime. Mais en commençant à mieux comprendre les points de vue et les positions de l'Ukraine, cette compassion s'est transformée en un sentiment que l'Ukraine pense que l'Amérique ou le monde, mais qu'ils lui doivent quelque chose. Et ce peuple, du moins ici, d'après ce que je vois, d'après les manifestations en France, il était ça en Italie, en Allemagne et ailleurs, eux aussi, mais le peuple ici n'a vraiment pas apprécié cela. En même temps, l'Amérique comprend ce qu'est la Russie et qui est Poutine. Poutine est méchant, mais il est aussi un psychopathe. Saviez-vous que les pertes de la Russie, tués et blessés en Ukraine, approchent le million ? Pourquoi ? Il compte se venger de l'attaque ukrainienne contre les avions. Qu'en penses-tu ? C'est la guerre en Ukraine. Devrait-elle se laisser bombarder sans riposter ? Et l'Ukraine a fait exploser le pont qui mène à la Crimée. Ce pont a coûté 32 milliards de dollars. Il a été construit par les Russes et ils l'ont fait exploser de telle manière que les Ukrainiens ne se rendent pas. Ensuite, l'Europe doit prendre l'initiative. 5. Je veux dire que les sanctions économiques les plus sévères doivent être imposées contre la Russie de l'histoire. Maintenant, la Chine aurait violé ces sanctions. Il y a une semaine à Pékin, j'ai dit aux politiciens chinois, ne devenez pas les alliés d'une personne mentalement déséquilibrée. Cela finira mal. Si quelqu'un est prêt à accepter 1 million de victimes pour envahir un petit pays et que son armée n'arrive même pas à vaincre leur armée, vous ne voudrez pas être de son côté. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux Chinois. Toute la dynamique ici est ainsi, vous comprenez ? Et tout cela est interconnecté. La Chine, la Russie, l'Iran. Et tout cela est lié. La Chine, la Russie, l'Iran. Ouais. Reilly vient tout juste de rentrer de Chine, où on lui a demandé de parler de la position des États-Unis sur des questions de politique étrangère, disons-le ainsi, sur les questions de politique étrangère. C'est la haute direction du Parti communiste qui a posé cette question, c'est-à-dire ce qui. Mais passons à la conclusion, c'est-à-dire à la réflexion sur les événements et leur intégration, c'est-à-dire à la formation d'une vision du monde unifié. Au fait, n'oubliez pas que ce dimanche prochain d'ailleurs, tous les dimanches à 10h du matin à Los Angeles, c'est 20h à Kiev. Je fais des directs où, pendant environ une demi-heure, je parle de la façon de transformer le monde, notre vie, à vous et à moi. Vraiment, pour que rien d'atomique n'explose au milieu de notre monde et pour que nous puissions vivre beaucoup mieux ou un peu mieux et aussi plus en sécurité.
Et ensuite, après 30 à 35 minutes de ce récit, eh bien, vos questions, vos remarques, et nous verrons, pour ainsi dire, peut-être que je pourrai répondre à vos questions. Alors, maintenant, comme on dit en Amérique, mettons notre chapeau pour réfléchir, pour méditer. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà, une conversation a eu lieu entre les présidents des États-Unis et de la Chine. En conséquence, les négociations sur les droits de douane vont reprendre. Nous ne savons pas si les négociations ont abordé le sujet Ukraine-Russie, mais je pense que oui. Et je pense que Xi Jinping voit que depuis 3 ans, la Chine ne peut pas avancer plus profondément sur le territoire du pays. Beaucoup moins d'entre eux sont encore capables de porter des frappes en profondeur à l'arrière après 3 ans d'épuisement et de guerre. Je pense qu'on a parlé de l'Irak, je pense que la Chine ne veut pas d'un Iran nucléaire. Mais beaucoup de choses dans le comportement de Poutine dépendront désormais de l'attitude de la Chine à ce sujet. Donc, les Russes sont excités et réclament du sang. Les États-Unis, mais très probablement, ne fourniront plus d'armes à l'Ukraine et l'Europe, représentée par le chancelier allemand, le sera. Mais ils ont besoin de l'autorisation des États-Unis pour livrer ces armes, qui, en général, ont été achetées aux États-Unis, ainsi que de la promesse de recevoir de nouvelles armes en remplacement de celles transférées à l'Ukraine. Voilà pourquoi il est venu, du moins c'est ce que je crois. En Ukraine, il semble qu'il n'y ait pas d'argent pour payer les salaires de l'armée. Les 4 milliards par an promis par l'Union européenne ne suffisent de même pas pour les médicaments et l'alimentation infantile. Les missiles, les mines, les obus et les balles deviennent de plus en plus rares. Pourtant, l'Ukraine n'a pas l'intention de faire la moindre concession, ni territoriale ni autre. Et toute concession semble être perçue par l'agresseur comme une trahison de la patrie et une trahison des intérêts du grand peuple ukrainien. Eh bien, une question se pose immédiatement avec toute cette position, avec tout ce que je vous ai raconté la dernière fois, et maintenant, je vous ai parlé de la façon dont la société américaine perçoit la situation actuelle. Comment les gens, ceux qui sont, comme on dit, au sommet, là-bas, dans la région de la Maison-Blanche, dans les décisions du Congrès et ainsi de suite. Steve Bannon est un animateur qui a un demi-million d'abonnés, c'est-à-dire un gars normal et populaire, qui est cité de temps en temps. Mais ce sont les gens, voilà le peuple, messieurs. À la question de que va-t-il se passer, je dois malheureusement répondre de la manière suivante. Pour le moment, je pense que peut-être demain tout changera. Mais pour l'instant, la réponse est la suivante. Pour l'instant, ça ne fera qu'empirer. Je m'excuse, je suis optimiste de nature et j'aime finir sur une note optimiste, mais en ce moment je ne peux pas, parce que je suis abasourdi. À bientôt.